merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Juste d'un point de vue pratique, vous avez vu que vous pouvez chatter. Il y en a un certain nombre qui ont commencé à dire bonjour, donc bonjour à tous. Vous avez également un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent en tête et voter également pour les questions qui vous semblent pertinentes pour les faire remonter en haut de la file. Et puis, vous avez des petits sondages auxquels vous pouvez répondre au fil de l'eau. L'idée, c'est de mieux se connaître et de mieux connaître où vous en êtes avec votre équipe achat. Vous pouvez aussi agrandir l'image pour voir un peu plus la présentation. Voilà, donc je vais commencer. Donc déjà, juste vous présenter en 2 mots MyBuyerWork, qui nous sommes. Donc moi, je suis Olivier Rouillard, je suis l'un des cofondateurs de MyBuyerWork, qui est une plateforme de pilotage de toute l'activité achat. Auparavant, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les achats et j'ai cofondé MyBuyerWork il y a à peu près 4 ans. C'est une solution qu'on commercialise depuis 2 ans environ, qui est partie d'un double constat. Finalement, c'est que les grands éditeurs de logiciels achats proposent des solutions qui sont complexes à utiliser et qui ne remportent pas forcément l'adhésion des acheteurs. Et puis, à l'opposé, les solutions comme Excel ou les emails ne sont pas suffisants et ne sont pas suffisamment efficaces pour réellement professionnaliser et digitaliser la fonction, les équipes achats. Donc, nous, on a cherché à créer un logiciel très simple d'utilisation et à mettre en place qui couvre l'ensemble des besoins des acheteurs sur la partie amont, qui va du pilotage des projets jusqu'à l'enregistrement des contrats en passant par la gestion des appels d'offres. Donc, on a aujourd'hui une activité qui est en croissance. On est 5 à travailler dans cette société. Et on a des clients qui vont à la fois des petites structures achats qui cherchent à se professionnaliser jusqu'à des grands groupes justement qui en ont un petit peu assez des solutions complexes qui ont été mises en place avec les grands éditeurs. Donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, ça va être justement de définir et de comprendre les bénéfices d'un plan d'action, de connaître les bonnes pratiques à mettre en place pour l'élaborer et puis surtout de maîtriser son exécution. Parce qu'un plan d'action qui est mal exécuté, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, vous verrez que le digital peut apporter un certain nombre de choses pour vous aider justement à mieux piloter votre activité. Donc, le titre de ce webinaire, c'est créer un plan d'action d'acheteur leader. Donc, qu'est-ce que j'entends par acheteur leader ? Un acheteur leader, c'est un acheteur qui arrive à se dégager du temps pour le consacrer à des activités à forte valeur ajoutée. Le sourcing, participer à des salons pour rencontrer des fournisseurs innovants, visiter les usines, mettre en place des engagements plus responsables et plus durables. C'est aussi un acheteur qui est capable d'auto-alimenter son activité, c'est-à-dire qu'il va alimenter lui-même son plan d'action en ne se contentant pas de répondre aux demandes des prescripteurs, mais en étant à l'initiative d'actions ou de projets à forte valeur ajoutée. C'est donc un acheteur qui est force de proposition, qui arrive à convaincre son organisation à évoluer et éventuellement à changer certains modèles de fonctionnement. Et pour ça, il va souvent utiliser l'innovation comme levier. Et donc enfin, c'est un acheteur qui est visible et qui crédibilise la fonction achat, qui rayonne au sein de l'entreprise et qui participe pleinement à la performance de son entreprise. Bien entendu, quand je parle de performance, il y a la performance économique, mais aujourd'hui, vous savez, les acheteurs font bien plus que participer à la performance économique de leur entreprise. Ils vont chercher à optimiser leur panel de fournisseurs, à optimiser leur base contractuelle, à faire plus de sourcing, à chercher l'innovation, comme je le disais, à sécuriser davantage les approvisionnements ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ce qui doit vous guider et ce vers quoi vous devez chercher à aller. Donc, on va aller un peu plus concrètement dans les choses. Mais avant ça, ce que je vous propose, vous n'êtes pas obligé de le faire, je ne ramasserai pas les copies à la fin, bien entendu, mais c'est de regarder un petit peu où vous vous situez par rapport à ces différentes pratiques. Il y a certaines pratiques que vous connaissez sans doute déjà. La question, c'est est-ce que vous la mettez en place et est-ce que vous l'appliquez ou est-ce que finalement, ça reste pour l'instant encore un concept et donc ça va vous permettre de définir vos priorités et de justement voir ce sur quoi vous pourrez insister davantage, notamment en 2023, puisqu'on en est proche. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacune de ces pratiques, puisque quasiment il faudrait un webinaire
à chaque fois pour détailler la pratique. L'idée, c'est plus que vous ayez une vision d'ensemble et que vous puissiez justement voir ce qui vous intéresse et ce qui peut être pratique de mettre en place. Alors, la première pratique, avant même d'établir un plan d'action, ce qu'il est important de faire, c'est d'organiser son activité et de se libérer du temps. On sait que les acheteurs, bien souvent, et notamment en fin d'année, sont très sollicités et croulent sous le travail. Donc, l'idée, là, ça va être justement de voir comment mieux organiser son activité. Donc, pour ça, en fait, moi, j'utilisais une méthode assez simple avec mon équipe. C'est un travail que vous pouvez faire en équipe aussi, une sorte de brainstorming d'équipe, qui consiste au préalable à lister toutes vos activités. Donc, ça va de la plus petite activité administrative jusqu'au gros projet, le gros appel d'offres que vous allez mener, etc. L'idée, c'est de ne rien oublier et de tout lister pour ensuite pouvoir les classer. Et donc, moi, j'aimais bien classer ça sous forme de grandes activités. Qu'est-ce qui vient des achats? Qu'est-ce qui est à l'initiative des achats? Et puis, qu'est-ce qui provient des prescripteurs qui vous sollicitent? Une fois que vous avez ces deux catégories, vous allez identifier et chercher quelle est la valeur ajoutée, votre valeur ajoutée finalement sur ces différentes activités ou ces différentes actions. Et regarder finalement ce qui est prioritaire et ce qui l'est moins. Donc là, dans le tableau, j'ai mis en exemple un certain nombre d'axes, on va dire, de travail. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, lorsqu'on croule sous l'activité, on a deux solutions. Soit on augmente les ressources, et ça, c'est jamais évident parce qu'il faut aller convaincre son management, par exemple, d'augmenter les ressources. Par contre, ça peut passer par un stagiaire ou un apprenti qui va vous accompagner sur ces activités peut-être à plus faible valeur ajoutée pour vous. Et puis, vous allez aussi vous poser la question de quelles sont les activités et les actions qui sont à faible valeur ajoutée. Et sur celles-ci, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de les déléguer, voire de les abandonner? En vous posant la question, quel est le risque à ne pas faire cette activité, cette action? Quel est le risque à la déléguer, à la faire faire? Et puis, finalement, quelle est votre valeur ajoutée à le faire? Comme ça, vous allez pouvoir justement vous orienter et finalement assumer un risque qui peut n'avoir quasiment aucune conséquence sur votre activité. Et ce que j'aimais bien faire, moi, sur les dossiers de mon équipe, c'était justement de leur donner une sorte de code de priorisation. Les dossiers or, les dossiers argent, les dossiers bronze. Donc, les dossiers or sont les dossiers les plus prioritaires, les bronzes les moins prioritaires. Ça vous permet très vite de vous reposer la question à chaque dossier. Je vous donne ici un petit exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, un exemple d'application donc, où justement on retrouve les initiatives achats et les sollicitations des prescripteurs. Donc, vous pourrez regarder ça plus en détail si vous visionnez le replay. L'idée, c'est voilà, de classer ces actions, ces activités et de regarder où est-ce que vous avez le plus de valeur ajoutée et à quoi elle sert en fait. Est-ce que c'est une action à faible valeur ajoutée ou à plus forte valeur ajoutée? Et qu'est-ce qu'elle apporte à votre entreprise? Bien entendu, vous allez renforcer et prioriser les actions à plus forte valeur ajoutée et essayer de simplifier, d'automatiser ou de déléguer celles qui n'apportent quasiment aucune valeur ajoutée et qui sont du temps masqué pour vous. J'ai mis aussi un autre axe d'analyse en fonction des enjeux financiers. Alors bon, là, j'ai mis les valeurs de 200 et 500K, ça c'est quelque chose que vous pouvez adapter en fonction de votre organisation. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, il y a peut-être des choses qui ne vont pas apporter, pour lesquelles je n'apporterai pas forcément grand-chose parce que les enjeux financiers sont très faibles. Et si je fais 5% d'économie sur un tout petit montant, ce n'est pas la même chose que de faire ce même 5% d'économie sur un très gros montant. Donc, vous pouvez aussi regarder les choses sous cet axe. Pardon. La deuxième pratique, c'est du bon sens, mais c'est justement de décider d'élaborer un plan d'action. Donc, sans plan d'action, il n'y a pas de plan d'action d'acheteur leader. Il y a de nombreux acheteurs, en fait, dans un certain nombre d'organisations qui n'en ont pas réellement, qui traitent les demandes au fur et à mesure qu'elles arrivent et font plus du reporting que du pilotage. Ils n'ont pas d'objectif et de plan d'action clairement définis en amont.
Donc, concrètement, un plan d'action, c'est quoi? Donc, certains l'appellent planning de négociation, d'autres plan stratégique achat, ou encore plan d'économie ou pipeline achat. Il y a différentes appellations en fonction des organisations, mais si je devais donner une définition, c'est identifier en amont et le plus tôt possible toutes les activités prévisibles des achats et le moment auquel elles doivent avoir lieu. C'est en quelque sorte la feuille de route de l'équipe achat. Donc, cette feuille de route, elle va comprendre un certain nombre d'éléments, bien entendu un sujet, une catégorie d'achat, une date de début, une date de fin, éventuellement, si vous les connaissez, les dépenses prévisionnelles, les budgets, vos objectifs, et puis quel levier vous allez pouvoir utiliser, et encore une fois, quel niveau de priorité vous donnez à ce dossier. Un plan d'action, il peut être plus ou moins détaillé en fonction des informations dont vous disposez au moment où vous l'établissez. Mais vous pourrez l'enrichir au fur et à mesure. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire, par exemple, une fois par an, en début d'année, par exemple, mais qu'il faudra que vous mettiez à jour régulièrement, parce que c'est un exercice qui est vivant, qui ne doit pas être figé dans le temps, et qui doit aussi évoluer au fil de l'eau en fonction de l'actualité, des changements de priorités stratégiques de votre entreprise, des priorités du business, et également des interférences extérieures, s'il y a une crise économique, là on l'a subi de plein fouet avec l'inflation, ou bien encore un problème plus ponctuel avec un fournisseur, ou encore une fois une nouvelle orientation stratégique. Donc, comment on va faire maintenant pour alimenter ce plan d'action? L'idée justement de ce plan d'action, c'est d'être dans l'anticipation. Ça, c'est vraiment le mot-clé, anticiper plutôt que réagir. L'idée d'un acheteur leader, c'est qu'il va être plus proactif que réactif. Il ne va pas traiter les demandes au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais il va chercher à avoir une vision globale de comment les choses doivent se dérouler et dans quel ordre. De cette manière, vous allez pouvoir prendre en compte et intégrer en amont la stratégie globale de votre entreprise et vous assurer de l'alignement stratégique de vos actions avec le business et avec vos différents donneurs d'ordre. Vous pourrez également, de cette manière, prioriser vos dossiers et les organiser dans le temps. Et vous aurez cette capacité à reprioriser, à ajuster avec les différentes parties prenantes vos priorités en fonction justement des événements qui peuvent interférer sur ce plan d'action. Vous allez comme ça gagner du temps et pouvoir le consacrer à vos activités à plus forte valeur ajoutée qui contribueront in fine à l'amélioration de la performance de votre entreprise. Donc, anticiper, c'est prendre le temps d'analyser l'existant tout en dégageant des projets d'optimisation d'achat. Donc, plus concrètement, le premier axe d'analyse pour alimenter ce plan d'action, c'est d'analyser vos dépenses. Donc, pour pouvoir analyser vos dépenses, il va falloir que vous extrayiez de votre ERP notamment les données et pouvoir les analyser. Donc, il y a des montants facturés. Il va falloir catégoriser par fournisseur, par famille d'achat notamment. Et là, vous pourrez utiliser des outils comme Excel ou des outils de data analytics pour organiser ces données. Mais un point de vigilance qui est très important, c'est que vous pourrez avoir le meilleur outil d'analyse du marché. Si vos données ne sont pas propres, il n'aura aucune efficacité. Concrètement, si vous avez autant de familles d'achat que de produits, vous ne pourrez pas faire de regroupement et regarder ce que vous pouvez faire dessus. Donc, ce travail de nettoyage des données, il est primordial et c'est vraiment un travail préalable avant de partir sur cette analyse de dépenses. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir détecter des opportunités et rechercher les optimisations possibles. Donc, ça peut passer par la massification lorsqu'une multiplicité de fournisseurs couvre une même famille d'achats ou lorsqu'il y a redondance de dépenses entre plusieurs prescripteurs qui ont chacun leur propre fournisseur pour un même besoin, par exemple. Ou au contraire, parfois, vous allez devoir chercher à diversifier en introduisant une nouvelle source, un challenger, parce que vous avez un fournisseur qui est quasi en monopole sur un achat qui est un achat stratégique. Et donc là, vous avez plutôt intérêt à être moins dépendant de ce fournisseur et à justement chercher à faire entrer un challenger pour aller titiller quelque part ce fournisseur qui est bien établi. L'objectif, c'est quoi? C'est de mieux répartir les parts de marché entre vos fournisseurs et de maîtriser ainsi les risques qui sont liés. Vous allez aussi pouvoir détecter
des plans de progrès à mettre en place, par exemple en cas de dépendance économique d'un fournisseur, où là, justement, vous avez un risque que ce fournisseur soit, enfin, le fait qu'il soit trop lié à vous peut engendrer un risque chez vous. Et puis, vous pouvez également identifier les dépenses non contrôlées parce qu'il n'y a pas de contrat sur cette dépense ou bien parce que vous êtes sur le contrat d'un fournisseur. Justement, en parlant de contrat, la deuxième pratique ici, c'est d'analyser ces contrats. Donc, il peut être complexe d'analyser les dépenses parce que, justement, vous n'avez pas forcément des données propres dans votre ERP. Et donc, une alternative qui est peut-être plus accessible, c'est de passer par vos contrats. Et là, vous allez pouvoir vous poser un certain nombre de questions. Quels sont les contrats qui arrivent à échéance prochainement? Quelles sont les conditions de renouvellement de ces contrats? Est-ce que j'ai des renouvellements tacites? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à laisser un contrat se reconduire tacitement ou au contraire en profiter pour le renégocier? Est-ce qu'il y a des indexations tarifaires qui sont intégrées à ces contrats? Et puis également, quels sont les contrats qui ont déjà été renouvelés plusieurs fois et n'ont jamais été renégociés récemment? Quels contrats sont redondants? Par exemple, lorsque vous avez une fusion ou un changement organisationnel, il se peut que vous ayez plusieurs contrats pour couvrir le même besoin. Donc là, vous allez pouvoir justement chercher à mutualiser et à massifier autour d'un seul contrat, d'un seul fournisseur. Et puis également, à travers les contrats, vous pourrez identifier les contrats plus ou moins récents et ceux qui nécessitent des mises à jour ou des optimisations en termes de qualité, en termes de processus d'approvisionnement ou même tout simplement de RSE. Voilà, donc tous ces événements vous permettent de faire ressortir des opportunités de projets d'achat en analysant les contrats. Pour pouvoir analyser vos contrats, bien entendu, il va falloir que vous ayez une bonne connaissance de vos différents contrats et de leurs avenants, savoir identifier quels sont ceux qui sont actifs et accéder rapidement à ces informations, les échéances contractuelles, les conditions de renouvellement, les durées de préavis, etc. Parce qu'il faut saisir le bon moment pour aller renégocier un contrat. Bien entendu, un contrat qui arrive à échéance, mais aussi si vous avez un changement de marché ou de nouveaux volumes qui sont nécessaires, toutes ces opportunités sont des occasions de nouveaux projets d'achat. Donc, vous devez vous constituer une base contractuelle dont vous maîtrisez l'évolution dans le temps et donc, par conséquent, les coûts. L'objectif, c'est d'avoir un coup d'avance sur vos contrats. Et l'idéal, c'est d'avoir des rappels sur les échéances contractuelles de façon à prendre les actions de manière la plus anticipée possible. Donc, on vient de voir l'analyse de ce qu'on a dépensé. Donc, c'est plutôt des analyses a posteriori. Mais il y a aussi ce qu'on prévoit de dépenser. En général, la plus grande partie, voire l'intégralité de la dépense, provient des budgets qui sont alloués à un service ou un produit donné dans une organisation et qui sont établis en amont avec une certaine granularité. Donc, la clé pour l'acheteur leader n'est pas seulement d'analyser ces budgets, mais de participer à leur élaboration. L'idée, c'est d'identifier les nouvelles dépenses très en amont pour s'organiser en fonction, en prévoyant du temps pour organiser, par exemple, ces appels d'offres et surtout pour commencer à les challenger. Donc là, je vous propose aussi une méthode qui est idéale pour challenger les budgets. C'est la méthode BBZ, Budget Base Zero, qui vous permet de détecter des opportunités sur l'existant. Donc, bien souvent, les entreprises qui établissent un budget repartent du budget de l'année N-1 et elles enlèvent les dépenses qui ne sont plus nécessaires et ajoutent les nouvelles dépenses. Le principe du BBZ, c'est d'être beaucoup plus challengeant et de remettre en question chaque dépense à chaque nouvel exercice en repartant de zéro et en ajoutant uniquement les dépenses et les besoins qui ont été challengés et justifiés et réévalués. Donc, typiquement, on voit que on doit chercher à ne pas rester sur une situation acquise. Les dépenses ne doivent pas être reconduites d'une année sur l'autre de façon systématique. Et puis, on va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que la dépense est bien alignée sur la stratégie de l'entreprise? Quel est l'objectif de cette dépense? Est-ce qu'elle contribue réellement à la croissance de l'entreprise? Et puis, à chaque fois, on va essayer de se poser la question, est-ce qu'il n'existe pas des alternatives plus intéressantes? Vous ne pourrez pas forcément faire appliquer cette méthode sur l'ensemble des budgets, sur l'ensemble de vos budgets. Par contre, ça peut être intéressant de trouver un prescripteur qui est plutôt constructif
ou un ou deux ou plus, hein, et qui va justement faire ce travail avec vous et avec votre contrôle de gestion, votre finance, pour travailler différemment son budget. C'est une méthode qui est éprouvée et qui a fait ses preuves. On parle en général de potentiel de 10, 15, voire 20% d'économies que l'on peut générer et donc on peut réallouer sur d'autres budgets qui sont plus créateurs de valeur. Ensuite, ce qui va être important, c'est de bien connaître vos fournisseurs. Donc, une des premières questions à se poser, c'est de savoir si votre panel est optimisé. Donc, vous devez être en mesure de répondre à certaines questions. Quels sont mes fournisseurs stratégiques? Sur quel type de dépenses? Quels sont les partenaires sur lesquels je peux compter? Quels sont ceux qui me garantissent les meilleurs prix, la meilleure qualité, les meilleures garanties en termes d'approvisionnement, par exemple? Et vous allez devoir classer vos fournisseurs par catégorie pour pouvoir ensuite définir des stratégies fournisseurs en fonction de ces catégories et en priorisant les familles d'achat et les fournisseurs stratégiques, bien entendu. Donc là, par exemple, vous connaissez ça. Donc, on a les catégories ABC. Vous pouvez identifier les fournisseurs qui sont stratégiques, collaboratifs, tactiques, compétitifs. Voilà, l'idée, c'est toujours la même. C'est de se dire, est-ce que mon panel est optimisé? Est-ce que je travaille avec les bons fournisseurs? Il peut être intéressant également de chercher à rationaliser ce panel en réduisant le nombre de fournisseurs, donc notamment les fournisseurs de catégorie C, qui représentent souvent un très grand nombre de fournisseurs pour un très faible montant de dépenses. L'idée ici, ça va être de chercher à massifier, peut-être en massifier autour d'un fournisseur stratégique, ou bien de passer par des distributeurs ou de mettre en place une marketplace, par exemple. Grâce à ça, vous allez économiser en coût de traitement, vous allez massifier, donc avoir plus de volume à proposer à un même fournisseur, et vous aurez ensuite un suivi plus efficace de votre panel fournisseur restant, puisqu'il y aura plus de fournisseurs stratégiques dans ce panel. Sur ce panel de fournisseurs stratégiques, là, il va falloir que vous soyez vraiment, que vous les connaissiez vraiment parfaitement, en passant du temps avec eux, encore une fois, et en ayant une visibilité sur un certain nombre d'éléments clés, que ce soit sa santé financière, les éventuelles dépendances économiques dont je parlais tout à l'heure, la RSE. Donc là, vous allez pouvoir vous aider d'outils comme Ecovadis pour avoir une note sur la RSE ou Altares pour évaluer sa santé financière. C'est important également de maîtriser l'historique de vos relations avec vos fournisseurs et l'activité que vous avez avec ces partenaires. Quels sont les contrats que vous avez avec ces fournisseurs? Quels sont les contrats en vigueur? Est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité, encore une fois, de regrouper certains contrats? Est-ce qu'il y a plusieurs appels d'offres ou dossiers en cours qui sont prévus cette année avec ces fournisseurs? Là, ça peut être l'occasion d'aligner les plannings de négociation, par exemple, pour créer quelque part des bundles et mutualiser les différents projets qui concernent un même fournisseur. Et puis également savoir qu'un contrat a été résilié ou un appel d'offres a été perdu avec un fournisseur, ça vous permet de connaître un peu mieux l'état d'esprit dans lequel ce fournisseur peut être au moment où vous ferez à nouveau appel à lui, lors d'une négociation, par exemple. Et puis, j'aime bien dire que sur ces fournisseurs stratégiques, il faut devenir le client préféré de ces fournisseurs, justement, parce que grâce aux échanges que vous pourrez avoir avec eux, vous aurez davantage accès à l'innovation, à ce qu'ils peuvent mettre en place et qui pourra vous servir demain. Vous serez davantage en mesure d'anticiper les négociations parce que, justement, vous aurez une relation de proximité. Et puis, en cas de coup dur, vous serez toujours mieux servi par un fournisseur qui vous connaît et avec lequel vous avez passé du temps. La pratique numéro 4, c'est développer la collaboration interne. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important pour obtenir les bonnes informations au bon moment. L'idée, c'est de créer une relation de proximité aussi avec vos différents prescripteurs pour pouvoir identifier en amont, toujours anticiper les risques, leurs besoins, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils recherchent en termes d'innovation, en termes d'économie, quels sont les futurs lancements qu'ils prévoient. J'aime bien l'idée de se dire qu'il faut passer au moins une journée par semaine au bureau de ces prescripteurs pour partager leur quotidien et leur actualité. Votre cible, là, ça va être d'aligner parfaitement les achats avec les prescripteurs et la finance.
Pour ça, vous allez pouvoir co-construire vos budgets. Donc, j'en parlais tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir des feuilles de route qui sont alignées et partagées. Vous identifierez comme ça les pistes d'économie ensemble et vous pourrez suivre et mettre à jour en permanence votre plan d'action. Oui, pas uniquement avec les prescripteurs. Les financiers, c'est hyper important d'avoir des relations de proximité avec vos financiers, vos contrôleurs de gestion, parce que eux, de toute façon, ils seront sollicités par vos prescripteurs pour obtenir les budgets qui répondent à leurs besoins. Donc, en ayant des bonnes relations avec eux, vous aurez aussi accès à ces informations et vous pourrez toujours anticiper et mettre en œuvre votre plan d'action. Et puis, les juristes aussi, c'est important parce que plus vous êtes proche de vos juristes, plus ils vous aideront lorsque vous aurez besoin d'eux. Alors, c'est bien d'avoir un plan d'action, mais un plan d'action, ça s'exécute et ça se pilote. Donc, je le disais tout à l'heure, mais il y a une grande différence entre piloter et faire du reporting. Là, il s'agit bien il ne s'agit pas de faire l'état d'avancement de vos dossiers quand on vous le demande, mais bien entendu de piloter précisément ces plannings, la réalisation des actions ou celles qui sont portées par vos prescripteurs, par exemple. Vous êtes vraiment des chefs de projet sur vos dossiers et donc il va falloir que vous sachiez prioriser vos dossiers et en amont, vous allez devoir donc les qualifier. Quels sont les enjeux financiers qui sont traités, quels sont les enjeux stratégiques, quel est votre objectif, quels sont vos leviers. Tout à l'heure, on a vu que vous pouviez, de manière générale et assez globale, classifier, organiser votre activité et définir quelles étaient les actions que vous pouviez déléguer ou abandonner, et au contraire, quelles étaient celles prioritaires. De la même façon, vous allez pouvoir vous poser la question sur chaque ligne de votre plan d'action, en utilisant par exemple, je la mets ici, la matrice de Eisenhower, qui vous permet justement de voir en fonction de l'urgence et de votre valeur ajoutée, quelles sont vos priorités. Donc, plus c'est urgent et plus votre valeur ajoutée est forte, plus ça va être prioritaire. Et au contraire, si ce n'est pas urgent et que vous avez une faible valeur ajoutée, vous pouvez envisager d'abandonner cette action. Ce qui va être important aussi, c'est de bien identifier avec qui vous travaillez sur ces différents projets, sur ces différents dossiers d'achat. L'idée, c'est justement de pouvoir réajuster vos objectifs, votre trajectoire dès que c'est nécessaire et d'anticiper les aléas pour arriver à ces objectifs. Donc, c'est important de faire des points réguliers avec eux. On en parlait tout à l'heure sur la collaboration interne. Il peut être aussi intéressant de partager vos plans d'action avec votre équipe achat. Donc ça dépend bien entendu de la taille de vos équipes, de votre équipe. Mais l'idée là, c'est de justement identifier, par exemple, si vous avez un fournisseur en commun, est-ce que vous ne pouvez pas aligner vos plannings de négociation ou bien faire une négociation groupée en ne faisant qu'un seul projet commun. C'est aussi l'occasion, en partageant avec votre équipe achat, d'identifier les éventuelles surcharges de travail et de mieux répartir, mieux allouer les ressources en fonction de cette activité. La dernière pratique, c'est de s'appuyer sur un logiciel de pilotage achat. Donc, on sait que les commerciaux, eux, que vous côtoyez, ont tous un CRM. Je pense qu'il y a 95% des commerciaux qui utilisent un CRM. Mais souvent, les directions achats et les équipes achats sont plus équipées de solutions procure-to-pay, donc pour gérer le passage des commandes et la facturation, les demandes d'achat. Mais il y en a encore peu qui ont mis en place des outils de pilotage spécifiques au métier d'acheteur en amont du processus d'approvisionnement. Pourtant, ces solutions, elles vont vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité en vous aidant à établir et à piloter efficacement votre plan d'action, en partageant plus facilement l'information avec vos prescripteurs et en ayant une vision claire sur vos contrats et sur vos fournisseurs. C'est aussi souvent, ces solutions-là vous permettent de communiquer en temps réel sur l'évolution de votre feuille de route, justement, et sur vos résultats.
Une bonne solution de pilotage doit vous permettre de vous concentrer sur ce qui apporte réellement de la valeur à votre organisation, sans perdre de temps à remplir des tableaux Excel, ou à préparer des présentations PowerPoint. Ça doit être vraiment votre support au quotidien pour suivre l'avancée de vos projets et partager l'information avec toutes les parties prenantes. Donc, un élément clé des outils, c'est aussi le reporting qui découle de toute l'activité que vous allez avoir fait à travers cette plateforme. Et une solution efficace, elle doit vous permettre de visualiser en temps réel les indicateurs adaptés à votre activité et à vos interlocuteurs et de partager en toute transparence l'avancement de votre plan d'action et de vos résultats. Bien entendu, qui dit acheteur dit pilotage des appels d'offres. Donc, les bonnes solutions de pilotage d'activité doivent aussi vous proposer de répondre aux appels d'offres en ligne. Après, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut éviter ou tenter d'éviter. C'est l'utilisation d'autres outils. Alors, les outils internes, ils ont un certain nombre d'avantages parce que souvent, ils ont été développés spécifiquement pour répondre à votre besoin. La difficulté, ça va être de leur pérennité. Et finalement, combien de temps vous allez pouvoir utiliser ces outils qui sont tributaires des personnes qui l'ont développé. Et puis, il faut faire attention à ne pas forcément se lancer dans une solution trop complexe à mettre en œuvre parce que là, vous n'aurez pas forcément de retour sur investissement garanti, surtout si ça a été mal exécuté. Donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qui peut avoir un impact rapide sur votre activité avec un budget qui reste maîtrisé. Donc, voilà, j'en ai terminé sur les différentes pratiques. Donc, comme je vous l'avais dit, l'idée, ça n'avait pas été de rentrer dans le détail de chaque pratique, mais de vous donner un aperçu des bonnes questions à vous poser et de ce que vous pouvez faire. Ensuite, charge à vous d'aller décider qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et avec le petit jeu et les points que je vous proposais de mettre pour évaluer votre positionnement, justement de vous dire qu'est-ce qui demain sera prioritaire pour moi et qu'est-ce qui sera prioritaire pour moi en 2023. Je vous montre quelques écrans de My Buyer Work qui a justement été conçu pour répondre à ces différents besoins en termes de pilotage de l'activité achat, pilotage de vos plannings, de vos actions, mais également suivi de vos contrats, suivi de vos fournisseurs et de vos appels d'offres, avec bien entendu des tableaux de bord pour mieux communiquer et pour mieux piloter sur votre activité. Je vous mets ici un petit tableau de synthèse qui regroupe un petit peu tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc, si on commence par la partie gauche, en fait, l'établissement du plan d'action en tant que tel, vous allez pouvoir créer votre plan d'action et l'alimenter en organisant et en analysant vos contrats, en analysant vos dépenses, en travaillant sur vos budgets avec, si possible, la mise en place de la méthode BBZ. Et puis, la connaissance de vos fournisseurs et la collaboration interne va vous permettre également d'identifier des opportunités et d'enrichir votre plan d'action. Donc, l'idée ici, c'est toujours d'anticiper au maximum pour pas finalement ne faire que répondre aux sollicitations des prescripteurs, mais bien d'être à l'initiative d'action de ce plan d'action. Une fois que vous aurez établi ce plan d'action, il va falloir le piloter. Et pour ça, le plus important, ça va être de justement prioriser vos actions et de chercher à voir quelles sont les actions sur lesquelles vous avez le plus de valeur ajoutée et d'abandonner ou de déléguer celles justement sur lesquelles vous avez moins de valeur ajoutée. L'idée, ça va être d'organiser votre activité, de vous libérer du temps. Et ce temps-là, vous allez pouvoir le passer davantage avec les usines, avec les métiers, avec les fournisseurs. Et c'est aussi ça qui va vous permettre de dégager et d'identifier de nouvelles sources d'actions et de proposer surtout des initiatives pertinentes qui vont accroître votre valeur ajoutée. Puisque ensuite, vous mettrez cette énergie justement dans les actions à plus forte valeur ajoutée et en communiquant sur ce que vous faites, sur vos résultats et votre performance, vous serez davantage sollicité
est reconnu comme incontournable dans l'apport de valeur, quand bien même il y a un certain nombre d'actions que vous avez abandonnées ou déléguées. Voilà. J'en ai terminé avec cette présentation. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est je vais regarder un petit peu s'il y a eu des questions et essayer d'y répondre. Alors, prévoyez-vous une démo de votre logiciel? Oui, ça c'est tout à fait possible, comme je le dis ici. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez voir le logiciel. Merci de me faire suivre votre présentation, avec plaisir. Je souhaite recevoir. Bon, partagez-vous la présentation. Donc oui, hein, pour répondre à la question, lorsque l'événement sera terminé, le webinaire sera terminé, vous recevrez un mail avec un lien vers le replay qui vous permettra de revoir la présentation et de prendre le temps d'y répondre. Alors, je vois, est-ce qu'il y a un minimum de dépenses pour que le logiciel soit utile? Pas forcément. Donc, Émilie pose cette question. Est-ce qu'il y a un minimum de dépenses? Non, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir piloter votre activité et quelle que soit votre activité finalement. Donc, on parle souvent des appels d'offres, mais vous faites bien plus que répondre à des appels d'offres. Vous avez une activité qui peut passer par des renégociations gré à gré, par des recherches de RFA, etc. Il y a plein de choses que vous faites. L'idée, ça va être justement de pouvoir suivre toutes ces activités, quel que soit leur montant. Après, bien entendu, si le périmètre des achats couvre des montants très importants, vous aurez peut-être plus de budget à consacrer à un outil. Et si elles sont moindres, vous aurez peut-être moins de budget à consacrer à un outil. C'est un petit peu proportionnel d'une certaine façon. Après, par exemple, nous, dans la solution qu'on propose, on propose justement quelque chose de très simple en termes de tarification et qui permet justement, comme je le disais en introduction, à des petites structures de bénéficier de solutions de pilotage achat. Alors, je regarde les autres questions. Il y a eu des questions entre-temps. Le logiciel est-il en accès cloud? Oui. Oui, Mehdi. Donc, c'est une solution SaaS. Donc, qui dit solution SaaS dit pour vous connecter, il vous suffit d'avoir un navigateur Internet et une connexion Internet et vous accédez de n'importe où à votre plateforme, que ce soit sur votre PC de bureau ou sur votre mobile, puisque elle s'adapte parfaitement à une utilisation sur mobile. Quelle est la diffusion de votre logiciel aujourd'hui? Alors, je ne sais pas forcément ce qu'on entend par diffusion, mais nous, aujourd'hui, on a des clients qui sont des petites structures, comme je disais, jusqu'à des plus grands groupes. Donc, on a une trentaine de clients et vous avez aussi la possibilité de créer votre plateforme directement en ligne. Et là, en fait, on a une vingtaine de plateformes en plus qui tournent, de personnes qui, en autonomie, ont créé leur plateforme et l'utilisent aujourd'hui. Est-ce que votre logiciel permet de gérer la data produits et prestations? En fait, notre logiciel, il s'adresse à tout type d'activité achat. Donc, ça veut dire que quelles que soient vos familles d'achats, que ce soit les achats directs ou indirects, vous pouvez utiliser notre plateforme puisque c'est vraiment une plateforme de pilotage de l'activité. Donc, elle ne va pas chercher à répondre à une catégorie en particulier, mais au contraire, d'être suffisamment simple et intuitive pour répondre à tous les types d'activités. Votre logiciel est-il indépendant de l'ERP? Oui, il peut vivre en autonomie, c'est-à-dire que c'est un logiciel tout en un qui va couvrir toute l'activité. Donc, je disais du pilotage des projets au suivi des contrats, suivi des fournisseurs, en passant par le pilotage des appels d'offres. Et après, vous avez potentiellement, ça c'est plus du cas par cas,
la possibilité d'aller vous connecter sur votre ERP si vous souhaitez remonter des données ou pousser des informations dans l'autre sens. Donc ça, c'est plutôt des choses qui se regardent au cas par cas, quoi. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de partager la présentation. Votre logiciel peut-elle communiquer avec le ERP en récupérant directement des données? Donc là, oui, effectivement, je viens un peu d'y répondre. On peut se connecter à l'ERP pour récupérer des données. Ça dépend en fait de votre ERP et du point de départ. On va dire, encore une fois, c'est plus du cas par cas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pensé à répondre au sondage. Si vous avez encore quelques minutes, je vous invite à le faire. Sinon, je vais terminer cet événement en vous souhaitant un bon appétit, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter si vous avez des questions complémentaires. Alors, j'ai une dernière question. Le coût est one shot ou un abonnement? Donc, c'est un abonnement. C'est un abonnement mensuel qui est uniquement dépendant du nombre d'acheteurs avec lesquels qui vont avoir accès à la plateforme. Et s'il y a des contributeurs, parce que vous allez pouvoir former des équipes, créer des équipes de contributeurs, eux, c'est inclus dans la tarification, dans l'abonnement qui est uniquement en fonction du nombre d'acheteurs. Je vois qu'il y a eu aussi des questions dans le chat. De toute façon, pas d'inquiétude, je vais regarder toutes les questions à la fois dans l'onglet questions et puis dans le chat. Et puis, j'essaierai de vous y répondre au plus vite. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir participé et d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et puis n'hésitez pas à me solliciter et j'espère du coup à bientôt. Voilà, merci. Au revoir.